Bienvenue à tous pour ce webinaire donc organisé dans le cadre du projet PEI Santé du végétal et portant sur les plantes de service et leur utilisation dans le cadre de la gestion des ravageurs. Donc je me présente, Élodie Pipon. Donc je suis chargée de mission à Végépolis Vallée et je suis également en charge de l'animation d'un des volets de ce projet PEI Santé du végétal, dont je détaillerai la teneur en introduction. Au niveau du webinaire, suite à cette intro, je laisserai ensuite la parole à Alain Fer, qui peut peut-être se présenter puisqu'il est actuellement, vous l'apercevez à l'écran, et qui interviendra et partagera son expérience sur la thématique. Oui, bonjour. Donc, Alain Fer, je suis responsable de la station d'Angers d'Astrodor où on travaille depuis longtemps sur la gestion des ravageurs, en particulier en utilisant des plantes de service. Donc, en introduction, rapidement, je vais revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit cette série de webinaires. Donc, comme je disais, s'inscrivent dans le cadre du projet PEI Santé du végétal. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet régional Pays de la Loire porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui a démarré donc au printemps dernier et qui va durer 4 ans. C'est un projet interfilière qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire des cultures. Et donc, il s'oriente autour de 2 grandes thématiques que sont la diversification des cultures et la protection alternative. Donc, le projet a pour objectif, si on synthétise, d'identifier, de compiler et de diffuser les connaissances déjà acquises et opérationnelles pour les agriculteurs, et également d'accompagner au sein de groupes opérationnels des agriculteurs testant des pratiques, par exemple. Donc, les éléments qui sont présentés dans ce diaporama sont issus d'un des travaux du volet 2.1, c'est en fait le volet que j'anime, et qui s'intitule « Techniques alternatives aux produits phytosanitaires, connaissances et savoir-faire disponibles en interfilière ». Donc, l'étude en question consiste en l'élaboration d'un panorama des solutions actuelles et en développement, à l'identification des leviers les plus pertinents pour le contexte régional, et à la construction d'un plan d'action pour favoriser l'appropriation par les producteurs. Donc l'un des enjeux, c'est également d'identifier des leviers qui pourraient être étendus d'une filière à une autre, puisque l'axe interfilière est très important dans le cadre de ce projet. Donc le panorama que j'ai évoqué a été construit via des entretiens semi-directifs avec près de 80 référents techniques des filières du végétal régionaux ou pas. Et donc ces entretiens ont permis d'identifier les pratiques des agriculteurs ligériens notamment et les projets en cours ou les pistes de réflexion. Donc les informations que je vais vous présenter rapidement là dans la suite sont une synthèse de ces échanges avec une approche plutôt qualitative, en gros une base d'échange entre acteurs des filières, et vont porter donc les résultats que je vais présenter plus particulièrement sur la notion de plantes de service et leur utilisation pour la gestion des ravageurs notamment. Donc, quelques éléments de définition, même si Alain Fer reviendra après là-dessus durant son intervention. Juste rappeler que donc les plantes de service, c'est ce qu'on appelle des plantes de service. Ce sont des plantes disposées avant ou pendant une culture, dans ou autour, et qui apportent donc des services, comme leur nom l'indique, donc des avantages à celles-ci. Donc ça peut porter sur la qualité des sols ou un apport sur le contrôle des bioagresseurs, qu'ils soient adventistes, maladies ou ravageurs. Et donc ces plantes de service peuvent être détruites avant, pendant ou après la récolte, mais ne sont pas commercialisées. Donc, on fait aujourd'hui un focus sur les plantes de service dans leur utilisation dans la lutte contre les ravageurs. Donc, il existe plusieurs catégories de plantes de service selon l'objectif, la cible recherchée. Là encore, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, ça sera peut-être fait par la suite lors de l'intervention d'Alain Fer, mais on peut dire voilà, qu'il y a des types de plantes de service qui vont avoir une action plutôt sur les ravageurs. Ça peut être des plantes indicatrices qui peuvent permettre une détection précoce des bioagresseurs ou des plantes pièges ou répulsives qui vont constituer une stratégie de détournement en influençant le comportement du bioagresseur, par exemple.
Mais ça peut être aussi des plantes qui ont une action sur les auxiliaires. On peut mentionner les plantes fleuries qui vont les attirer par exemple visuellement, ou les plantes relais au réservoir qui vont avoir une action, enfin permettre leur reproduction de ces auxiliaires. Les plantes à pollen ou nectarifères plutôt source d'éléments nutritifs, ou les plantes habitat qui fournissent donc, comme leur nom l'indique, un habitat à ces auxiliaires. Donc quand j'interrogeais les experts sur ce levier, ils m'ont cité plusieurs solutions présentes sur le terrain à des niveaux variables de diffusion, mais présentes sur le terrain. Donc cette slide présente quelques exemples cités lors de ces échanges. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais elle permet d'avoir un aperçu des solutions qui ont pu être trouvées. Donc certains référents y intégraient les bandes fleuries, mélanges fleuris, les haies qui sont plutôt des aménagements agroécologiques. Donc ça sera peut-être évoqué lors de l'intervention d'Alain Fer. On a pu également évoquer en maraîchage l'emploi d'aubergines, de tabac, d'orge, de ricin, ou en horticulture des bergénias, potentilles, anthémis. En grande culture, les exemples revenant le plus souvent, c'était ceux des plantes compagnes, notamment associées au colza, ou moutarde pour la biofumigation, ou éventuellement l'orge dans le tournesol contre les oiseaux, appât contre le copain en maïs, mais là c'était plutôt à un niveau expérimental. Donc, dans le cadre des entretiens, les experts étaient interrogés sur leur perception, leur estimation du niveau d'efficacité et de diffusion de ce levier plante de service pour gestion des ravageurs. Donc, vous observez une représentation synthétique et très visuelle de ces estimations, avec à gauche le niveau d'efficacité du levier à dire d'experts selon la filière considérée, et à droite le niveau de diffusion. Donc, on peut en préambule noter que la perception de l'efficacité de la diffusion au niveau du terrain varie bien évidemment d'un acteur à l'autre. De fait, le positionnement des curseurs est qualitatif et donné à titre indicatif. Ça constitue en fait un support d'échange et de travail entre acteurs des filières. On peut noter également qu'il a été parfois ardu pour les experts interrogés d'estimer un niveau global d'efficacité, notamment, de diffusion également, mais d'efficacité parce que tout simplement, il est variable d'une solution à une autre dans le cadre de ce levier. On a dit qu'il y avait beaucoup de types de plantes de service. Donc, il est variable d'une solution à une autre. Et puis, pour une même solution, il est variable aussi d'un contexte à un autre. Mais premier point qu'on peut évoquer, c'est que sans surprise, en tendance générale, quand la solution est efficace, elle se diffuse. Les freins rencontrés qui seront détaillés par la suite expliquent que malgré tout, le niveau d'efficacité et de diffusion ne soit pas raccord à 100%, notamment parce que certaines plantes de service utilisées ne sont pas des solutions à 100% de substitution et peuvent occasionner un changement de pratique ou d'organisation. Et donc, voilà, ça peut limiter le niveau de diffusion d'une solution qui pourtant pourrait être efficace. Mais globalement, que ce soit en termes d'efficacité ou de diffusion, on note des niveaux variables d'une filière à une autre. Ce qui n'apparaît pas forcément sur le graphique, mais qui a pu être ressenti au niveau d'une même filière, c'est que au niveau d'une même filière, selon le mode de production, par exemple, on va pas avoir le même niveau de diffusion, qu'on soit sous abri, en plein champ. On a des contextes qui sont variables et on ne déploie pas non plus forcément les mêmes types de plantes de service. Enfin, si on zoome sur certaines filières, on peut remarquer que la filière horticole est celle qui semble le plus avancée en la matière, à dire d'experts, en termes de travaux réalisés et de solutions diffusées, avec différents types de plantes de service travaillées selon le contexte. Donc ça sera évoqué par la suite. Au niveau maraîchage, les experts se penchent fortement sur ce levier. On a un déploiement qui démarre sur certaines solutions entre guillemets réussites, mais on a aussi des échecs qui ont permis de mettre en avant l'importance d'un travail d'adaptation au contexte d'exploitation, notamment pour choisir le type de plante de service déployée. En grande culture, production de semences, les plantes de service qui ressortaient, comme je l'ai dit, c'était notamment les plantes compagnes du colza, qui semblaient être l'un des exemples les plus diffusés, mais on peut supposer que il y a d'autres associations ou couverts qui sont déployés, mais peut-être dans des stratégies plutôt multi-agresseurs, pas forcément que pour une gestion des ravageurs, mais pour une gestion multi-agresseurs.
La thématique est également travaillée en pérenne. La diffusion semblait plus importante en viticulture qu'en arboriculture, mais là encore, ça dépend des échanges qui ont pu avoir lieu. En viticulture, on a des plantes relais qui commencent à se diffuser ou des plantes en interrang. C'est le cas aussi en arbo, mais peut-être plus à une échelle encore d'expérimentation. Et en PAM, le levier est très certainement présent. Mais il n'a pas forcément été cité lors des échanges. Donc ça, c'est peut-être des éléments qui seront à retravailler dans la suite du projet. Si on fait un bilan en quelques mots sur ce levier, les plantes de service sont apparues comme un levier susceptible de répondre aux problématiques actuelles de réduction d'intrants. Néanmoins, les acteurs relèvent que leur efficacité peut être partielle ou variable selon les problématiques et très dépendantes du contexte. Donc, elles sont envisagées comme combinées à d'autres leviers pour construire des stratégies dites intégrées, voire jusqu'à la reconception de systèmes. Dans les freins observés à la diffusion étaient citées les notions de coût, mais surtout de technicité de mise en œuvre ou de contraintes organisationnelles qu'elles peuvent imposer. Et quelques-uns, estiment par ailleurs qu'elles peuvent enclencher d'autres problématiques. Donc, comme attirer de nouveaux ravageurs, donc ça peut être un frein supplémentaire. Toutefois, c'est un levier qui suscite un fort intérêt, certains l'évoquant comme un levier d'avenir. Et pour aller plus loin, il a été évoqué notamment l'idée de mutualiser les éléments techniques, les données, les résultats entre les acteurs des filières pour aller plus loin dans les déploiements. Donc c'est comme je l'ai dit, un levier d'intérêt, mais qui suscite encore bon nombre de questions avec des défis à relever, notamment des travaux à mener en entomologie ou sur le choix du couple bioagresseur-plante ou les conditions de mise en œuvre. Donc, comme je le disais, c'est un sujet qui est travaillé à l'échelle de l'ensemble des filières. Et donc, au cours des différents échanges que j'ai pu avoir, on a certains projets qui ont pu être cités et qui portent sur cette thématique. Donc, quelques exemples juste pour montrer l'ampleur des travaux qui ont eu lieu ou qui sont encore en cours. Donc, on peut citer le CASDAR Alliance qui travaille la thématique plantes de service dans des systèmes de culture à base de blé et de colza. Le projet Biocoup qui, lui, est plutôt en viticulture avec des plantes à effet nématicide. Les projets Agathe, Agréable, Réguleg en maraîchage. Les projets Bioformat en horticulture et plantes médicinales aromatiques. Le projet Diaplase, encore en cours, autour des plantes de service en culture spécialisée. Ou encore projet Muscari en arboriculture. Donc voilà, c'est une thématique d'intérêt dans le cadre du GIS PICLEG notamment. Voilà, il y a un travail en cours de synthèse biblio autour des plantes de service et leur utilisation possible en culture légumière, donc avec un workshop qui devrait être organisé sur ce thème à la fin de l'année. Donc c'est vraiment une thématique qui mobilise l'ensemble des filières du végétal. Et donc, à un niveau plus local, on n'oublie pas non plus tous les projets défis XP, défis fermes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui travaillent sur cette thématique, combinée à d'autres leviers, mais qui travaillent sur cette thématique. Et donc, pour conclure, c'est le levier plantes de service, comme je disais, fait l'objet de nombreuses expérimentations. Les résultats des travaux sont parfois encore peu partagés. En tout cas, c'est ce que relèvent les référents interrogés. Et alors qu'il y a de nombreux questionnements qui sont communs, d'où l'intérêt peut-être d'échanger plus en interfilière. Donc, c'est ce qui explique que la thématique plantes de service et ravageurs, notamment, soit revenue régulièrement lors de mes échanges lorsque j'interrogeais les experts sur les thématiques possibles à travailler en interfilière. Donc, il y a des liens qui ont pu être imaginés de filière à filière. Mais si je devais synthétiser cette diapo, les éléments qui revenaient le plus régulièrement, c'est qu'il y aurait un travail à mener conjointement sur le choix d'espèces, chaque filière pouvant être contributrice pour une autre, pouvant apporter en fait une espèce végétale potentiellement en plante de service. Donc, de façon plus globale, un travail à mener sur la mise en commun de données, sur les problématiques rencontrées, les espèces utilisées, les résultats d'expérimentation les réussites et les échecs, de façon à aller plus loin et plus rapidement dans le déploiement du levier. Cette notion d'interfilière, c'est la base même du projet PEI Santé du végétal. C'est vu comme un moyen de mutualiser les forces, de s'inspirer d'autres filières. Et donc, les travaux que j'ai présentés peuvent constituer de nouvelles pistes de réflexion de travaux
collaboratives, de nouvelles pistes d'innovation. Mais il s'agit de résultats qualitatifs, donc qui vont être illustrés aujourd'hui par un exemple concret, ou des exemples concrets de mise en œuvre, donc à travers le témoignage d'Alain Fer, qui est lui-même acteur de ce projet PEI Santé du végétal. Donc je vais lui laisser la parole, je vais lui donner la main pour la suite de cette intervention. Alors, donc effectivement, je vais vous parler des travaux sur les plantes de service et puis essentiellement, j'ai déjà fait beaucoup de présentations sur des résultats d'expérimentation. Là, je vais plus accentuer sur la typologie, comment on peut définir ces plantes et quels sont les leviers mis en œuvre, et puis aussi quelle stratégie et quel raisonnement on doit mettre en œuvre pour pouvoir créer de nouveaux itinéraires avec ces plantes. Alors, la définition des plantes de service. Alors, dès le départ, il faut faire une distinction entre culture associée, plantes de service et infrastructures agroécologiques. Les infrastructures, pour moi, les infrastructures agroécologiques ne sont pas des plantes de service. Ça doit être considéré comme un réservoir de biodiversité et donc un réservoir d'auxiliaires potentiels. Dans l'exemple que vous avez en dessous, là, vous avez là un petit bosquet d'arbres qui va avoir des ravageurs spécifiques et qui va entretenir certains auxiliaires généralistes. Mais si ce bosquet d'arbres il est plus appétant pour les auxiliaires que la culture, en fait, ce bosquet d'arbres va se comporter comme un piège à auxiliaires. Les auxiliaires vont être attirés vers ce bosquet. C'est une chose qu'il faut avoir en tête quand on va travailler sur les plantes de service ou sur les effets des abords des cultures, c'est vraiment de penser en flux d'insectes plutôt qu'en espèces présentes à un endroit donné. Donc du coup, il faut avoir plutôt une vision comme cela, avec les plantes de service qui sont disposées en général dans les cultures, et qui vont avoir une seule action, c'est gérer les flux d'insectes. Soit en attirant les auxiliaires à l'intérieur des cultures, soit en repoussant les ravageurs à l'extérieur de la culture. Voilà les deux grands flux d'insectes qu'on va essayer de contrôler. OK? Alors, ensuite, il y a la définition ici et qu'a déjà dite Elodie. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'une plante de service n'est pas commercialisée, c'est ce qui en fait la distinction avec les cultures associées. Alors ça paraît anecdotique de dire ça, mais c'est quand même important de le préciser, c'est-à-dire qu'une plante de service, on peut la sacrifier. Et des fois, il ne faut pas hésiter à la sacrifier, parce qu'elle a, par exemple, sur elle un autre ravageur qu'on ne voulait pas. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut pouvoir supprimer la plante de service pendant la culture si besoin. Tandis que quand on est en culture associée, on va essayer, comme les deux sont commercialisés, on va essayer de conserver les deux cultures jusqu'à la fin. Donc, en culture associée, on va vouloir préserver les deux cultures et du coup, on ne va pas pouvoir mettre en œuvre forcément toutes les interventions qu'on peut mettre en œuvre sur de la plante de service. Voilà, donc on a du coup trois niveaux d'aménagement d'une parcelle, on va dire. Créer le réservoir avec des IAE, gérer les flux avec les plantes de service. Et si on n'utilise pas de plantes de service, on peut utiliser une culture associée, mais à ce moment-là, on ira moins loin dans le concept de manipulation de l'environnement. On va dire ça comme ça. Voilà, alors si on reprend cette définition-là, vous voyez que ça n'apporte pas que des avantages au niveau des bioagresseurs, on peut aussi mettre le contrôle des sols, la gestion du climat. Par exemple, sur le contrôle des sols, un engrais vert, ça répond entièrement à cette définition-là, donc ça peut être considéré comme une plante de service. Pareil pour les intercultures assainissantes, avec l'avoine, les pots de sorgho contre les adventices, le lait d'Inde, la tomate contre les nématodes, etc. Donc, la définition de plante de service peut être plus large que la gestion des ravageurs. Là, vous avez un exemple de précédent avec de l'avoine à gauche, en bas à gauche, où on voit que la culture suivante, qui est du soja, n'a presque pas d'adventice, alors qu'à droite, elle est bourrée d'adventices.
Donc, au niveau des ravageurs, Elodie en a déjà parlé, hein, il y a deux grandes actions différentes, une action sur les ravageurs, une action sur les auxiliaires qui auront un impact sur les ravageurs. Vous voyez déjà que ma phrase pour présenter le deuxième type est plus longue que la première, donc il y a plus d'interactions à gérer, donc le succès est moins certain que dans le premier cas. Ce qui veut dire déjà que quand on va commencer à travailler sur de la plante de service, j'ai une culture, j'ai un problème, quelle plante de service je peux utiliser? On va toujours commencer par essayer de trouver une plante de service, soit une plante piège, soit une plante répulsive, puisque ça n'agit que sur un insecte et du coup, on a plus de chances de réussite que d'agir sur un auxiliaire qui va agir sur un insecte. OK? Donc, si on reprend les plantes de service contre les ravageurs, les premières qu'on a travaillées, c'était des plantes pièges. C'est un système assez simple. Vous avez une culture, ici c'est du rosier fleur coupée, et là vous voyez des aubergines dans la culture. En fait, très simplement, ces aubergines sont beaucoup plus sensibles aux ravageurs du rosier. Ici c'était de la lerode, et du coup les adultes du ravageur vont se déplacer sur l'aubergine pour se reproduire. Et à partir de ce moment-là, on met des stratégies en place pour détruire le ravageur sur la plante piège. Les stratégies, ça peut être destruction de la plante piège et remplacement, ça peut être utilisation d'auxiliaires uniquement sur la plante de service, donc à des doses renforcées, donc qui seront plus efficaces que si on les mettait sur l'ensemble de la culture, ou ça peut être pour la lerode dessert, simplement l'effeuillage de l'aubergine au fur et à mesure qu'elle pousse, et on détruit comme ça toutes les larves et on détruit, il n'y a plus d'émergence d'adultes. C'est un système simple, qui fonctionne bien. Là, dans cet essai-là, on a passé 1 an et demi sans traiter la lerode, mais qui a certains inconvénients, on va dire, de mise en œuvre, des inconvénients sociologiques, je dirais ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rigueur de gestion de ces plantes et les producteurs n'ont pas forcément l'habitude de gérer des plantes. Ils ont plus l'habitude de traiter ou de lâcher des auxiliaires de manière généralisée. Et en plus, on doit agir sur des plantes qui n'ont rien, qui n'ont pas encore de ravageurs. Et ça pose des problèmes aussi, je pense, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude d'agir en curatif que d'agir en préventif. Et quand on agit en préventif, on a l'impression que ça sert à rien. Et du coup, on préfère aller faire autre chose à la place, une taille, une récolte et tout ça, parce que voilà, j'aurai bien le temps de faire ma gestion de plantes pièges plus tard. Or, non, les plantes pièges, il faut bien les gérer de manière rigoureuse. Hein. Si on ne les gère pas de manière rigoureuse, la plante peut mourir, elle devient moins attractive, ou sinon les auxiliaires, les ravageurs, pardon, peuvent se développer tellement qu'ils retournent un moment dans la culture parce qu'il n'y a plus de place sur la plante piège. Voilà, là vous avez un autre exemple qui se base beaucoup mieux parce que c'est pour l'Auturin qu'il n'y a qu'une seule génération par an, donc il y a 2 interventions à faire par an. Donc là, ça commence à être mis en place en production. Donc c'est le même principe, vous avez une plante hypersensible, ici c'est un Bergénia, qui va attirer les Auturins qui vont aller pondre dans cette plante au lieu d'aller pondre dans la culture et du coup on épargne la culture. Donc là c'est très peu cher et c'est pas mal efficace. Ici là je vous ai mis des coûts. Là, on est sur le système de la plante piège à l'Eurode avec des boîtes à moustache sans moustache, mais là, on a le coût minimum, le coût maximum et la moyenne des coûts sur les essais qu'on a réalisés. Hein, donc, on voit qu'en conventionnel, on a une moyenne à 0,57 et qu'en général, ça dérape pas trop. Mais vous voyez qu'en PBI classique, on peut déraper fortement et arriver à des coûts inacceptables et la moyenne est supérieure au conventionnel. Alors que ici, sur notre plan de piège, on a un graphique qui est à peu près comparable au conventionnel. Et ça, c'est quand on utilise des auxiliaires, quand on fait de l'effeuillage, on est à 0,28 en moyenne de coût de gestion. Voilà. Alors, j'ai vu une question passer rapidement sur attractive et hypersensible. Effectivement, une plante hypersensible sera plus attractive. Hein. Donc, quand je dis une plante attractive, ça sous-entend que la plante est hypersensible pour le ravageur. Quand il y a, comme je vous ai dit, on dispose des plantes et les ravageurs doivent se déplacer de la culture à la plante piège, ça sous-entend qu'il doit être mobile à au moins un de ces stades de développement et ça sous-entend qu'il est polyphage. Donc là, on réduit les possibilités d'utilisation de ces plantes à certains types de ravageurs.
Ici, pareil, calcul du coût économique pour le Bergenia. On est à 35 centimes du mètre carré pour l'utilisation de plantes pièges, 56 centimes du mètre carré pour les traitements avec le nématode. Et là, c'est sans compter la main-d'œuvre, hein, sachant que ces traitements, c'est par arrosage et que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc, le coût, là, il est certainement encore augmenté. Donc, on voit qu'avec ces méthodes-là, quand on arrive à trouver le bon système qui fonctionne bien, on arrive à être moins cher ou à coût équivalent à du conventionnel. Et surtout, on a des trucs très robustes parce que les insectes, c'est très débile, ça fait toujours la même chose. Et du coup, on sait que ça marchera dans toutes les situations. L'autre principe équivalent, c'est la plante répulsive, un peu plus compliqué à expérimenter parce qu'on n'a pas de ravageur à compter, puisque normalement, si ça marche bien, du coup, il n'y a pas de ravageur du tout. Donc, un peu plus compliqué à expérimenter. Et il y en a deux espèces qui sont connues. Il y a le Toulbachia qui est pas mal. Et puis, il y a l'ail et en particulier les extraits d'ail, les jus d'ail qui sont intéressants. Et enfin, quand on couple les deux, plantes piégées, plantes répulsives, on arrive à ce qu'on appelle la stratégie push-pull avec des choses déjà mises au point en Afrique, par exemple, où on va avoir une culture de maïs qui est ici, avec du desmonium dans l'interrant pour gérer les adventices et en plus être piège, être répulsif de la pyrale. Et puis, autour de la culture, ici, il y a du miscanthus qui, lui, est plutôt une plante piège de la pyrale. Donc là, c'est un système qui agit à la fois sur un ravageur et qui agit aussi au niveau du sol pour améliorer la croissance du maïs. Voilà, donc au niveau des ravageurs, on a fait à peu près le tour. Hein, donc soit on les attire, soit on les répulse, soit on fait les deux à la fois. Et quand on arrive à avoir des plantes, quand on arrive à bien définir la plante piège ou la plante répulsive, on a des choses quand même qui sont très robustes et qui marchent très bien à des coûts modiques. Quand on passe au niveau des ravageurs, vous voyez qu'il y a plus de flèches. Hein. Donc là, on est sur le principe de la plante fleurie. Ça va marcher pour des auxiliaires qui vont se nourrir sur des fleurs à taille adulte, à stade adulte, donc cirphe, chrysope par exemple, et ça marche aussi pour des auxiliaires qui vont chasser à l'intérieur des corolles. Donc typiquement pour la potentille, on attire aussi du Thrips prédateur et de l'Orius parce qu'ils viennent dans les corolles pour chasser les Thrips qui sont attirés sur les fleurs. Donc on attire à la fois les auxiliaires qui passent au-dessus du champ et qui veulent se nourrir, et puis une fois qu'ils sont là, puis s'ils ont envie de pondre, du coup ils vont pondre dans la culture au lieu d'aller pondre 500 mètres plus loin. Et puis pareil, quand on va avoir des larves de ces auxiliaires qui se sont développées dans la culture et qui deviennent adultes, ils ont à manger tout près de leur lieu de naissance, et du coup ils sont incités à rester dans la culture. Vous avez que des photos en extérieur. Je vous ai dit qu'il y avait du Thrips qui arrivait dans les fleurs. Hein. Sous abri, c'est plus risqué d'utiliser de la potentille parce qu'on risque d'entretenir le Thrips au sein des cultures. En extérieur, ça pose pas de problème. Donc là, nous, on utilise la potentille pour son spectre large d'auxiliaires. Et on a, par exemple, là, vous avez des utilisations en production. Donc, c'est un système qui est simple, hein, où on met la potentille en début de saison et puis à la fin de la saison, on la met en hors-gel et qui marche bien. Donc qui est assez bien utilisé en pépinière actuellement. Sur le même principe, on a les plantes nectarifères, donc qui émettent du nectar extrafloral. J'ai mis entre parenthèses parce que quand on regarde bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en particulier, ces plantes-là attirent beaucoup les fourmis. Or, les fourmis, pour nous, c'est une plaie. C'est des bestioles qu'on veut absolument pas dans les cultures parce que ça détruit, ça tue les auxiliaires ou ça les chasse et ça cause des échecs en lutte biologique. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Donc là, c'est une plante qui intellectuellement pourrait marcher, mais sur le terrain, pour l'instant, moi, je suis plutôt sceptique pour utiliser ce type de plante. Enfin, les plantes à pollen, donc là, c'est des plantes qui vont libérer, des plantes anémophiles, qui vont libérer leur pollen, qui va se répandre dans la culture. Et là, ça sert à nourrir un type d'auxiliaire bien spécial, qui sont les acariens prédateurs. Et là, vous avez un exemple en culture de rosier, de pied-mère de rosier. Et vous avez ici et là des Sorbaria sorbifolia, qui sont
qui est une espèce anémophile et qui marche bien pour augmenter le niveau d'auxiliaire. Donc là, on peut faire du presque x3 à l'intérieur des cultures. Donc ça nous permet de réduire le nombre de lâchers et d'avoir de la présence d'auxiliaires même en l'absence de proie. Là, vous avez les coûts. Donc avec ici de la PBI classique, c'est-à-dire on fait que des lâchers d'acariens prédateurs. Et ici, vous avez le coût avec l'installation de plantes à pollen. Vous voyez qu'on n'augmente pas et par contre, on peut descendre extrêmement bas en coût de protection biologique. Ça, je vais passer parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai plutôt parlé de celui-là. C'est la plante réservoir ou la plante relais. Moi, je vous ai mis du rouge là. Attention, c'est un système, c'est le pire des systèmes à gérer. Il y a beaucoup de flèches, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a le ravageur de la culture, il y a le ravageur spécifique sur la plante piège, il y a des auxiliaires spécifiques qui vont venir sur ce ravageur spécifique. Il y a des auxiliaires généralistes qui vont arriver là et qui vont avoir des flux avec la culture. On a travaillé beaucoup ça avec du groseillier en pépinière et j'arrive actuellement à me dire que c'est plutôt que ça, c'est l'hypothèse qu'on met en avant pour promouvoir ce système, c'est ce qu'on espère qu'il se passe. C'est-à-dire que si j'ai pas de proie dans ma culture, les auxiliaires vont venir sur ma plante réservoir, s'y reproduire, et quand ça arrive dans la culture, hop, ils vont comme par magie manger le ravageur de ma culture. Et quand il n'y a plus de ravageur dans la culture, ils reviennent sur la plante réservoir. Ça, c'est en fait pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a sélectionné des plantes réservoirs très efficaces, ce qui fait que, en général, on a détournement des auxiliaires sur la plante réservoir qui s'y reproduisent, et c'est simplement au bout d'un moment, quand la plante réservoir est saturée d'auxiliaires, qui retourne dans la culture. Donc, en fait, on a un effet négatif de la plante réservoir en début d'infestation, en début de culture. C'est ce qui est illustré ici. Alors, vous voyez peut-être pas grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est uniquement deux courbes. La bleue, c'est le témoin non traité. Et la rouge, c'est la plante réservoir. Vous voyez qu'en début de culture, j'ai trois modalités qui sont très identiques, où il n'y a pas de différence, et j'ai qu'une seule modalité qui est pire, et c'est ma modalité plante réservoir. Et simplement après, donc ici, là, c'était l'arrivée des cirfs, si je ne me trompe pas. Et une fois que ma plante réservoir est saturée en cirf, on a un avantage dans la culture. Et là, on voit l'avantage par rapport aux témoins qui montent à 100% d'infestation. Là, j'ai réussi à monter moins haut. Mais par contre, lorsque les coccinelles arrivent, on a exactement le même phénomène qui s'est produit, où on a de nouveau un effet négatif de ma plante réservoir sur la culture avec plus de dégâts et une gestion accélérée une fois que ma plante réservoir est saturée d'auxiliaires. Donc, on a vraiment un système que j'ai mis là, qui a un fonctionnement chaotique, qui est très difficile à prévoir. Et du coup, c'est vraiment un système de plantes de service que je ne privilégierais pas dans un premier temps. Ça peut être intéressant de regarder des plantes réservoirs, mais plutôt comme une infrastructure agroécologique et donc plutôt quelque chose à mettre en dehors de la culture pour avoir un stock d'auxiliaires. Qu'après, on va essayer d'appeler avec, bon, ça c'était toutes les explications que je vous ai dit, qu'on va essayer d'appeler avec des plantes fleuries, par exemple. Alors, les fourmis, je vous montre rapidement une vidéo. Donc là, vous avez une larve de chrysope qu'on a posée sur une feuille et vous allez avoir une fourmi qui va arriver. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Hop là. Et voilà. Et après, elles s'y mettent à deux pour virer la fourmi. Ça se voit qu'on n'est pas trop cinéaste, hein, c'est pas super flou, c'est pas super net. Donc voilà vraiment ce qui se passe. Les fourmis, elles virent les auxiliaires pour conserver leurs ravageurs, ça vous le savez. Mais si je reprends mon essai précédent là qui était sur cerisier, là vous avez une modalité avec plante fleurie, hein, qui a fonctionné que en fin de saison. Et là vous avez la modalité sans fourmis. Donc j'ai un résultat, ça c'est ce qu'on veut pas, hein. C'est les tiges toutes rabougries. Ce qu'on veut, c'est de la croissance comme ça sur les cerisiers.
Et là, vous voyez que sur l'ensemble de ma modalité, j'ai une croissance intéressante, alors qu'ici, j'ai une croissance vraiment très faible. Cette année, on a reproduit l'essai, c'est encore pire. Donc, on a vraiment un intérêt à, quand on veut faire de la PBI, déjà à se demander si j'ai des fourmis ou pas avant de commencer à travailler sur de la plante de service, que ce soit sous abri ou à l'extérieur. Donc voilà, là j'ai fait une petite rétrospective des types de plantes de service actuellement travaillées ou actuellement mis au point. Et là, je vais essayer rapidement de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer, comment on peut imaginer un itinéraire de plantes de service. Alors, contre les fourmis, oui, il y a des méthodes, je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'il faut absolument, vous avez vu qu'on travaille sur des interactions entre la culture, le ravageur, les auxiliaires. Donc, il faut d'abord bien connaître sa culture, sa durée de culture, période d'implantation, quels problèmes il y a en adventice, fertilisation, gestion des ravageurs, climat, etc. Il faut bien connaître ça et à chaque fois qu'on va avoir une exigence, on va essayer de voir ce qu'on peut faire à côté avec une plante de service. Donc, j'ai pris un exemple, c'est la reine des prés. Ici, c'est une plante médicinale. Donc, quand on regarde rapidement sur Internet la description de cette plante, on trouve que c'est une plante pérenne, plante à rhizome qui perd son feuillage, son appareil végétatif en hiver. Ça laisse le sol accessible pour faire des interventions. Il y a un besoin d'ombre, besoin d'eau et le ravageur principal, c'est une tentraide. Donc, au niveau du climat, besoin d'ombre, on peut copier ce qui est fait en culture de café ou en culture de vanille, c'est-à-dire avoir des arbres dans la parcelle ou autour de la parcelle pour que la parcelle soit ombragée. Bon, besoin d'eau, ben, on choisira un terrain qui est plutôt humide, hein, au lieu de se mettre en haut d'une colline sèche. Au niveau du ravageur principal, donc je vais regarder, donc c'est lui là, hein, c'est un hyménoptère qui fait des fausses chenilles. Donc là, toutes les méthodes de lutte contre chenilles ne marchent pas, hein, c'est un hyménoptère, donc pas le BT par exemple, ça ne fonctionnera pas. Et quand je regarde un peu sa biologie, je vois que c'est une espèce polyphage. Et puis vous voyez, il y a des ailes, donc c'est mobile et polyphage, ce qui veut dire que une plante piège pourrait fonctionner. Quand je regarde les autres plantes couramment citées, je vais trouver du rosier et du fraisier. Par contre, je ne sais pas si ma reine des prés est plus sensible que le rosier et si elle est plus sensible que le fraisier. Donc là, j'aurai un petit test à faire pour savoir quelle est la plante la plus sensible. Si le rosier, par exemple, est plus sensible à la tentraide, ben, je pourrais utiliser mon rosier pour, en tant que plante piège. Ensuite, je regarde quel auxiliaire attaque les chenilles. Parce que si j'arrive à détourner les adultes, ben, j'aurai peut-être quand même quelques pontes. Je regarde au niveau des prédateurs, je vais trouver punaises, oiseaux. Au niveau des parasitoïdes, je vais trouver les mouches taquinaires. Donc là, vous en avez une photo de mouches taquinaires. Donc ça, c'est des mouches parasitoïdes, hein. Donc, comment je peux favoriser ça? Les punaises, je ne sais pas. Les oiseaux, nichoirs à oiseaux. Donc ça, c'est assez simple. On a dit qu'on allait mettre des arbres. Donc, c'est peut-être facile de mettre des nichoirs dans les arbres pour essayer de favoriser une population d'oiseaux. Et puis en auxiliaire parasitoïde, les mouches taquinaires, vous avez une autre espèce ici, sont très attirées par les apiacées style carottes sauvages ou fenouil. Donc là, on peut peut-être utiliser ces plantes fleuries pour attirer les adultes qui après vont pondre dans ma reine des prés. Et au final, j'obtiens un système de culture comme ça où j'ai mon champ de reine des prés avec des arbres en haies qui permettent le passage d'engins agricoles et qui vont quand même me faire de l'ombre. Donc là, on imagine le sud ici, hein, bien sûr. On va pas le mettre là, sinon ça fait pas beaucoup d'ombre. Une zone de plantes pièges et puis des petits patchs à l'intérieur de la reine des prés d'apiacées. Après, s'il y a une apiacée qui est utilisée en culture médicinale, en aromatique et médicinale, ben peut-être que je peux faire des bandes et puis faire de la culture associée. Ça, je ne sais pas, il faudra demander à des producteurs. Donc voilà comment simplement j'arrive à concevoir un système. On va éviter toujours d'avoir trop de plantes différentes parce que trop de plantes différentes, c'est beaucoup d'interactions et beaucoup d'interactions, c'est extrêmement difficile à comprendre, voire impossible à comprendre. Ça, c'est un autre exemple, mais je vais le passer parce que il faut vous laisser du temps pour les questions. Et quand on va vouloir travailler sur des plantes de service,
j'ai un problème, quelqu'un arrive avec un problème et demande quelle plante de service il pourrait utiliser, il faut quand même acquérir certaines données, soit par des travaux internes, soit par la bibliographie, soit en consultant des producteurs ou des experts, des entomologistes. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est bien connaître les exigences culturelles et attention, elles peuvent être différentes des pratiques professionnelles. Des fois, c'est pas la même chose entre pratique et exigence. Hein. Donc, il faut aussi regarder la plante sauvage, comment elle se développe. Ensuite, une fois qu'on a ces exigences culturelles, on va regarder quel est le spectre de ravageurs, quels sont les ravageurs principaux, quel est le ravageur ciblé, quel est son cycle et quels sont surtout ses auxiliaires associés. Auxiliaires associés dans les cultures, mais aussi auxiliaires associés dans un environnement naturel. Donc là, c'est essentiellement avec de la biblio qu'on va réussir à faire ça. S'il n'y a rien dans la biblio, il faut faire des inventaires. C'est-à-dire qu'il faut prendre un champ, on l'infeste avec le ravageur, on ne fait absolument aucune intervention et toutes les semaines, tous les 15 jours, on va regarder quel insecte il y a dans le champ. Et une fois qu'on a ces données-là, il faut absolument connaître la biologie du ravageur, son comportement, ses plantes-hôtes, son cycle. Ça, c'est pour savoir quel type de plante on va utiliser. S'il est polyphage, je peux aller sur de la plante piège. Comme les aleurodes qui se concentrent en tête pour pondre, je vais pouvoir utiliser de l'effeuillage pour la détruire, etc. Et au niveau des auxiliaires, pareil, quels sont leurs cycles, quels sont leurs habitats, leur régime alimentaire sous forme de larves et sous forme d'adultes. Si larves et adultes mangent des proies, c'est pas la peine d'avoir des fleurs. Si l'adulte mange du pollen et du nectar, il faudra des fleurs. Et on arrive finalement à un schéma de ce style-là, où j'ai un problème avec un ravageur, je regarde s'il est mobile, est-ce qu'il est polyphage, oligophage, etc. Et du coup, ça va me définir les premiers types de plantes à utiliser. Si arrivé à ce niveau-là, j'ai que des échecs, j'ai pas réussi à trouver de plantes pièges, j'ai pas réussi à trouver de plantes indicatrices, je vais me tourner vers les auxiliaires. Et après, suivant pareil la biologie des auxiliaires, je vais définir les plantes à utiliser. Je vous en ai mis deux en flou, hein, la plante réservoir et la plante nectarifère. Pour moi, c'est des choses à éviter. Et du coup, il reste plante à pollen, plante fleurie. Et pareil, si j'ai un échec sur ces deux méthodes-là, là, il faut se tourner vers d'autres méthodes, des méthodes agronomiques, des méthodes où on va utiliser des cultures associées, des choses comme ça. Et voilà, j'en termine pour ma présentation. Ok, alors il y a déjà quelques questions. On va pouvoir y répondre et puis ça laissera le temps aux autres participants éventuellement d'en poser de supplémentaires. Il y a une question, quelle est la plante réservoir pour les cirfes? Plantes réservoirs. Oui. J'ai dit les plantes réservoirs, faut éviter. Voilà. Les cierpes sont très bien attirés par les fleurs. Hein. C'est vraiment pour avoir des cierpes, il faut avoir des fleurs. Rosacées, apiacées, c'est très très efficace. Les cirfes, c'est des insectes qui sont très abondants dans la nature. Donc, je suis pas sûr qu'on ait besoin de les avoir, enfin de les entretenir avec des plantes réservoirs. Mettre des fleurs, ça suffit. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans des IAE pour favoriser les cirfes? Là, on va taper sur des cultures qui ont des pucerons en colonies denses. C'est plutôt ces types de pucerons-là qui vont attirer les cirfes. Donc le sureau le sureau noir avec son puceron noir est très attractif pour deux espèces de cirfes. Vous allez avoir aussi la sclépia, donc le puceron jaune, là, le puceron du laurier rose aussi est très attractif pour les cirfes. Mais vraiment, si on est dans un environnement ouvert, juste mettre des fleurs, ça va suffire. Il y a une question également sur les méthodes alternatives contre les fourmis. Oui. Alors sur les arbres, là, sur les cerisiers, nous on utilise de la glu. Hein, donc le truc du jardinier amateur hein, qui met autour de son cerisier chez lui, ça marche extrêmement bien. On l'a retesté cette année, c'est très 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 efficace. On n'a presque pas de dégâts et ça marche très bien.
difficile à mettre en place dans une pépinière. Quand on a des hectares d'arbres à gluter, c'est un peu contraignant. Donc là, il faut inventer une machine avec un pinceau, je sais pas quoi, qui tape ou un spray pour appliquer rapidement la glu sur les troncs. Pour toutes les autres cultures qui n'ont pas de tronc, il faut trouver une autre méthode. Donc, pareil, j'ai rien trouvé en littérature technique ou scientifique. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je me suis tourné vers aujardin.com et comment je vire les fourmis de ma cuisine. Donc, on teste les méthodes au fur et à mesure qu'on voit. Pour l'instant, il y a deux choses prometteuses. Il y a l'acide borique mélangé à du sucre en solution, mis dans un petit tube. Voilà. Donc, vous voyez la photo là, on a un petit tube avec en solution de l'acide borique et du sucre. Et là, toutes les fourmis qui sont en train de se nourrir sur un petit morceau de coton. Donc, en fait, le but, c'est que les fourmis mangent, absorbent la solution et retournent dans la fourmilière pour nourrir leurs larves et nourrir la reine. Et l'acide borique, ça tue les fourmis, c'est un poison, donc faut pas en mettre trop parce qu'il faut que celles qui vont jusqu'à la fourmilière, elles soient vivantes juste à temps qu'elles nourrissent la reine. Et ça permet de tuer spécifiquement les colonies de fourmis. Donc ça marche bien. On a testé le sucre et le sel, ça marche pas du tout. Donc là, vous voyez, c'est le coton d'acide borique où j'ai presque pas de déchets. Et sucre-sel, les fourmis mettent un bouchon de terre devant le coton. Donc, elles détectent que c'est du poison et du coup, elles interdisent l'accès à leurs congénères. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas. Et là, depuis cette semaine, on teste le bicarbonate de soude mélangé à du sucre, suivant ce principe-là. Et pour l'instant, les fourmis se nourrissent dessus. Donc là, vous avez des résultats en direct, hein, c'est des choses qu'on est en train de faire. Et on va évaluer la disparition des colonies de fourmis par le temps de vidage du tube. Actuellement, en 3-4 jours, le tube est vide. Hein. Donc c'est vraiment très, très appétant. Pour l'instant, les fourmis se nourrissent énormément dessus. Est-ce que ça va réussir à détruire les colonies? Ça, je le saurai dans quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et qui vont, j'espère, aboutir à des méthodes simples et efficaces et spécifiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment spécifique. Hein. Il n'y a que les fourmis qui viennent se nourrir et c'est ça qui est intéressant. Alors, autre question, est-ce que les plantes pièges sont à mettre avec les vents dominants en amont de la parcelle? Je prends le micro, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Tout à l'heure, on disait les arbres pour faire de l'ombre au sud. Oui. Donc, les plantes pièges dans le plan étaient en haut de la diapo. Du coup, est-ce que le fait d'avoir les plantes en piège en amont de la parcelle, ça fait arrêter soit les agresseurs ou attirer les auxiliaires? Mais est-ce que les vents dominants ne fait pas pousser après sur la culture et il n'y a pas de retour? Enfin, comment se déplacent les insectes par rapport aux vents dominants en fait? Alors, ça, je sais pas. En général, ils sont plutôt portés par les vents. Mais les tempêtes, je sais pas comment elles arrivent à lutter contre le vent. Là, j'ai mis une zone ici, j'aurais pu la mettre là, j'aurais pu la mettre, on aurait pu les mettre comme ça à côté des arbres. Là, pour les patchs de plantes pièges, je sais pas ce qui va être efficace. Ce qu'il va falloir déterminer pour savoir comment disposer les plantes pièges dans le champ par rapport au champ, c'est la distance d'efficacité de la plante piège. Hein. Si l'efficacité marche sur 10 mètres, il me faudra une bande tous les 10 mètres, en fait. Si l'efficacité c'est 50 mètres, il me faudra une bande toutes les 50 mètres. Donc ça va dépendre vraiment de l'étude de l'efficacité de la plante piège. Après, au niveau des vents, c'est une question qu'on s'est jamais trop posée et je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Question contre les trips, quelles sont les possibilités? Contre les trips, actuellement, on travaille ça. Allez, j'avais prévu la question. Hein. Donc, contre les trips, pour l'instant, alors ça, c'est des travaux en cours. C'est pas sûr que ça fonctionne. Hein. Pour le trips tabaci et franquiniella, on serait plutôt sur de la plante piège avec de l'œillet comme ça, l'œillet d'Inde. Et on sait qu'il y a une autre plante qui est intéressante, c'est les millepertuis pour attirer les trips prédateurs.
Donc nous, le millepertuis, on l'a évalué uniquement pour en tant qu'attractif de trips prédateurs. On l'a pas testé en tant que plante piège de trips. Mais si le trips prédateur est là, c'est que ça piège aussi les trips. Donc c'est peut-être quelque chose à tester. Après les trips, c'est vraiment casse-gueule parce que ils se reproduisent très vite et du coup ils peuvent très rapidement ressortir des œillets pour retourner dans la culture. Ça semble être une voie intéressante. Pour l'instant, là, vous voyez, on fait ça en culture de chrysanthème. On a des résultats assez intéressants. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore assez sûr de moi pour conseiller cette méthode-là. Alors, autre question, je ne sais pas si tu auras la réponse, éventuellement j'ai peut-être quelques éléments, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler sur la filière grande culture ou pas du tout? Alors, sur la filière grande culture, j'ai jamais travaillé. Par contre, je sais qu'il y a des choses qui se font. Alors, si le colza est considéré comme une grande culture, je pense que ça peut être considéré comme une grande culture. Il y a le système avec les variétés hautes et précoces mélangées à la variété basse et productive et et plus tardive qui permet de piéger les méligettes. Où les méligettes, du coup, vont sur la variété haute et précoce et épargnent la variété basse et productive. Après, pour le blé, je sais qu'il y a les mélanges blé-pois qui sont beaucoup travaillés en Chine. Qu'on commence, là je suis pas du tout spécialiste de ce qui est fait en France, mais j'ai vu beaucoup d'articles sur des Chinois qui travaillent sur les mélanges blé-pois. Alors là, c'est plutôt de la culture associée pour favoriser les parasitoïdes des pucerons du blé, avec des données, ma foi, très intéressantes. Et après, j'en sais pas plus pour les autres cultures. Donc je te laisse compléter. Alors, je vais compléter avec quelques éléments que j'ai pu récolter lors de mes entretiens, mais je sais que notamment Arvalis travaille sur des plantes appâts sur topin. Je sais pas à quel niveau c'est. Il me semble que c'est quand même bien avancé et qu'il y a des résultats assez satisfaisants qui devraient voir le jour prochainement. Une autre question, et puis on pourra peut-être conclure après, mais pour éliminer les ravageurs sur une plante piège, quelle autre méthode à part l'effeuillage? Alors, l'effeuillage, c'est vraiment spécifique de l'alerote des serres parce qu'elle se concentre en tête, elle pond en tête et avec la croissance de la plante, on va trouver les larves qui vont émerger sur les feuilles basses. Donc, c'est vraiment grâce au comportement de l'insecte qu'on arrive à définir cette méthode. Pour toutes les bestioles qui ont un cycle d'un an, une génération par an, on pose la plante, on la laisse toute la saison et on la retire à la fin de la ponte et on la détruit. Donc là, c'est super simple, la technique de la destruction de la plante. Ça marche sur l'Oturinque et c'est une technique qui marchera sur toutes les bestioles qui n'ont qu'une seule génération par an. Pour celles qui ont plusieurs générations par an, ce qu'on fait en ornement quand on ne peut pas utiliser des techniques d'effeuillage, par exemple, c'est de faire des lâchers d'auxiliaires, mais de les concentrer sur la plante piège. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 10 individus par mètre carré dans ma culture, je vais en mettre 100 individus ou 200 individus sur mon unique plante piège. Donc sur l'aleurode du tabac, Bemisia tabaci, c'est quelque chose qui marche bien parce que son auxiliaire Amblyseus furski adore l'aleurode, adore l'aubergine. Il s'y développe très bien. Donc en fait, on met un sachet par aubergine et ça permet de détruire Bemisia quand il arrive et qu'il pond. Bah, les œufs et les jeunes larves sont directement bouffés par Swirsky. Ok, alors, juste pour apporter des éléments de précision, donc on me dit que dans les commentaires en grande culture, on peut également citer les travaux au corps au stade recherche de gestion des pucerons sur pois en culture associée avec des céréales, donc projet Progrès Live. Et je fusionnerai bien deux questions pour conclure. Donc dans le cadre du projet PE, il y a des groupes opérationnels, comme j'ai dit, qui sont montés. Il y a notamment un groupe qui travaille sur les plantes associées écoculture. Du coup, c'est en lien aussi avec une des questions plutôt orientée viti. Qu'est-ce qui se passe sur vignoble contre cicadelle verte? Comment attirer
chrysops, cirf avec un tel environnement. Et du coup, je ne sais pas si tu as des réponses sur la cicadelle, mais peut-être, oui, en effet, parler de Vititin pour conclure sur une petite touche interfilière. Oui. Donc, le projet s'appelle Vitipam. Hop. Il avait été déposé en 2018, mais refusé parce que la région pensait que c'était financé par le PEI, alors que le PEI finançait que la partie animation. Donc, il a été redéposé, renommé Vitipam et accepté. Donc, il démarre cette année pour 3 ans. Alors, sur la cicadelle, alors, faut pas croire qu'une culture, parce que c'est une culture, il n'y a pas d'insectes dedans. Hein. C'est des environnements qui sont très diversifiés. Enfin, en général, il y a pas mal de bêtes qui viennent, sauf quelques rares cultures qui sont plutôt vides. Mais en général, on trouve une belle diversité d'insectes. Donc, la première chose, c'est arrêter les traitements. Hein. Bon, ça, c'est. Alors, pour Vitipam, l'idée de ce truc, c'était d'essayer de mieux réguler les populations de cicadelles par le parasitoïde. Donc là, la base, ça a été de voir la biologie. Donc, le parasitoïde, c'est un agrus qui pond dans les œufs de cicadelle et il passe l'hiver sous forme d'œuf dans les feuilles. Sauf que la vigne, elle perd ses feuilles. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque année, on a la cicadelle qui arrive, qui se reproduit, et après, on a le parasitoïde qui arrive et qui commence à contrôler la cicadelle. Et à chaque hiver, on a la cicadelle qui part d'un côté, le parasite de l'autre, et on perd les populations de parasitoïdes. Donc, ce qui a été imaginé, c'est ça, c'est de mettre une plante sensible à la cicadelle dans l'interrang, hein, entre le passage des roues du tracteur. Donc, c'est du thym qui est hypersensible à la cicadelle, qui va lui permettre, alors on ne sait pas quelle relation, quel flux ça va entraîner entre la vigne et le thym au niveau des populations de cicadelles, c'est quelque chose qui va être étudié, hein. Mais du coup, on sait déjà que sur ce thym, il y a beaucoup du même parasitoïde que celui qui va sur la vigne. Donc, notre idée, c'est d'avoir, comme d'habitude, la cicadelle qui arrive, le parasitoïde qui arrive, et puis qui se reproduit à la fois sur le thym et la vigne. Et par contre, l'hiver, le thym étant persistant, on conserve le parasitoïde dans les feuilles de thym. Ce qui fait qu'au printemps suivant, on devrait avoir une arrivée plus rapide du parasitoïde sur la vigne. Donc voilà le principe de ce projet-là. Sachant que vous voyez là, on est à la limite entre la culture associée parce que dans le projet, l'IFV envisage de récolter le thym, hein, mais dans cette optique-là, il faut vraiment considérer que certaines années, si le thym il est défoncé par la cicadelle, qu'on ne le récolte pas. Et il faut voir aussi à quel moment on coupe, on fait la dernière récolte parce qu'il ne faut surtout pas récolter les œufs qu'on a préservés sur le thym. Donc voilà pour ce qui est imaginé sur une relation vigne-thym. Juste une question, est-ce qu'il y a eu un test en vignoble ligérien et quid des solutions pour le thym et la pression cicadelle en production sous abri? Les tests en vignoble ligérien, si je dis pas de bêtises, oui, c'est comme c'est intégré dans le PEI, il y a en effet un groupe de producteurs qui s'est engagé. Tu peux peut-être éventuellement préciser. Donc là, les plantes aromatiques ont été implantées ce printemps-là, dans 2 parcelles dans le coin. Et on commence les relevés d'insectes cet été. Voilà, donc ça c'est mis en place. Et après, gestion de la cicadelle sous abri, extrêmement compliqué parce que la cicadelle, on dit la cicadelle, mais en général c'est les cicadelles. Sur le thym, il y a au moins 6 ou 7 espèces qui y vont. C'est une bestiole qui a très peu d'auxiliaires suffisamment efficaces, par exemple, pour limiter les dégâts. Et nous, ce qu'on envisage sur les cicadelles, c'est plutôt des techniques de piégeage, c'est-à-dire d'avoir soit de l'aspiration, soit on va aspirer le ravageur et le ravageur passe dans la turbine et il meurt. Soit on va le piéger avec de l'atigmo, c'est-à-dire où on passe une bande sur la culture qui va effaroucher la cicadelle. Vous avez tous vu quand vous passez la main sur une culture infestée, les cicadelles elles s'envolent tout de suite. Et donc au-dessus de la bande qui bouge les plantes, il y a une bande engluée qui piège les adultes. Donc ça, on a commencé des travaux là-dessus. Sur le trip, ça a l'air d'avoir un effet. Sur la cicadelle, pour l'instant, on n'a pas encore de données.
mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc pour les cicadelles sous abri, moi je partirais plutôt sur du piégeage mécanique par aspiration ou par bande gluante que sur de l'utilisation de plantes pièges par exemple, parce qu'il y a trop d'espèces à gérer en fait. Et puis même si elle arrive sur la plante piège, je ne sais toujours pas comment la gérer une fois qu'elle est sur la plante piège. Ok, alors on a écoulé le temps imparti. Les quelques questions qui restent seront traitées, ne vous inquiétez pas, on va les traiter hors webinaire, on reviendra vers vous pour vous apporter des éléments. Pour ce qui est du diaporama, il vous sera disponible, ainsi que le replay vidéo à diffuser si vous souhaitez le diffuser. Vous aurez également dans les prochains jours un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous donner vos retours, puisque voilà, cette série est composée de plusieurs épisodes, donc on prendra en compte vos remarques. À savoir que le prochain épisode, c'est la semaine prochaine, donc sur le désherbage mécanique, avec un focus sur la filière viticulture, mais qui encore sera un épisode interfilière. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire ou à relayer l'information. Alain, je ne sais pas si tu as des éléments de conclusion. En tout cas, merci de ton intervention et de ta participation. En élément de conclusion, moi je dirais que c'est des méthodes prometteuses. Comme toujours, faut pas demander tout à une seule méthode. Ça résolvera certains problèmes, mais ça résolvera pas tous les problèmes. Et après, ce qui va être important en travaillant en interfilière et pour le développement de ces méthodes, ce qui va être très important pour la communication, c'est qu'on utilise tous les mêmes termes. Plantes de service, plantes pièges, plantes fleuries, etc. Et qu'il n'y ait pas une diversité de termes différents qui fait que le producteur, il sait plus qui est quoi et qui agit comment, parce qu'on voit que c'est quand même assez complexe, hein. Il y a beaucoup de catégories différentes. Donc vraiment essayer que chacun utilise les mêmes termes. Et puis aussi bien ne pas tester une idée, je remets cette diapo, ne pas tester une idée en se disant bah ça peut marcher, mais vraiment choisir les plantes qu'on va utiliser suivant un raisonnement rigoureux et une analyse rigoureuse de la biologie des ravageurs et des auxiliaires. C'est vraiment ça la base et c'est ce qui permet d'aller vite dans les travaux. Sinon, on peut se noyer parce qu'il y a tellement de plantes à tester qu'on peut se noyer dans les essais à faire, on n'arrive plus à interpréter, on ne sait plus quoi faire. Donc vraiment, il y a toute la partie préparation des tests et conception des itinéraires testés qui est très importante pour la réussite des expérimentations. Bah écoute, merci. Merci à tous pour votre participation. J'espère que voilà, vous aurez trouvé le contenu intéressant et n'hésitez pas donc à donner vos retours comme je l'ai dit dans le questionnaire de satisfaction. Donc on va clôturer ce webinaire. Je vous souhaite du coup une excellente journée à tous.